Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une simple question. Souvent une des toutes premières que l'on pose à quelqu'un lorsqu'on veut apprendre à le ou la connaître. Cette simple question amène généralement à une réponse tout aussi simple. Je suis prof, je suis médecin, je suis informaticien. Et pourtant, si vous aviez posé cette question à Ernesto Guevara, dit le Che, sa réponse aurait été loin d'être aussi simple. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. L'aventurier. S'il ne s'est pas égaré dans la vallée infernale ni n'est parti à la recherche de l'ombre jaune, le Che n'en reste pas moins un véritable aventurier. En 1952, il décide de faire une pause dans ses études de médecine et de partir dans un grand road trip à travers l'Amérique latine avec son ami Alberto Granado. Ils partent ensemble d'Argentine sur leur moto, surnommée la Poderosa II, la Vigoureuse 2. Aucune idée ce qui arrivait à la première. Puis, ils continuent en stop lorsque celle-ci les lâche définitivement. Ils passent par le Chili, le Pérou, la Colombie, le Venezuela. Là, ils se séparent et le Che accompagne son oncle à Miami avant de rentrer. Ce long périple de 9 mois se fera sous le signe de la débrouille. Les deux compères dorment souvent volontairement dans les cellules de commissariat, se cachent dans les toilettes d'un bateau pour éviter de payer la traversée. Ils rendent service aux gens contre un hébergement. Par exemple, un jour, ils se font héberger au Chili dans une caserne de pompiers, lorsque soudain, une alerte incendie est déclenchée. On leur tend alors une veste, un casque, et c'est parti, ils vont aider à éteindre le feu. Alberto va même s'illustrer en sauvant un petit chat des décombres fumants. Ce voyage va être très formateur pour Ernesto. Tout d'abord, au Chili, il aura l'occasion de visiter la mine de Chuquicamata, où il sera choqué par la manière dont les gérants américains de la boîte exploitent les locaux pour une misère, dans des conditions de travail très dures. Puis, au Pérou, Alberto et Ernesto restent une semaine dans une léproserie d'Indiens. Pendant ce temps, ils se servent de leurs connaissances médicales pour aider, voire même opérer quelques malades. Ils vivent parmi les lépreux et organisent même des matchs de foot entre les lépreux et le personnel soignant. Lors de la dernière étape du voyage, Ernesto passe quelque temps à Miami, où il fera la plonge dans un resto. Pendant ce séjour aux USA, il sera grandement choqué par la ségrégation qui y règne. Après ce voyage, il arrive à la conclusion que pour régler le problème des inégalités sur le continent américain, il faut passer par la révolution. Il rentre en Argentine afin de terminer ses études de médecine et de repartir au plus vite. Journaliste sportif et entraîneur. Bien que cela soit dangereux pour lui à cause de son asthme, le Che a toujours été un grand sportif. Il a pratiqué de très nombreux sports, le tennis, golf, foot, natation, saut à la perche, escrime, boxe. Mais son sport de cœur a toujours été le rugby. Il jouera même quelques mois dans un club de première division argentine, le San Isidro Club. Pendant ses études, il crée avec quelques amis une revue spécialisée sur le rugby, nommée Tackle, plaquage en anglais. Un jour, ils se font arrêter par la police argentine, qui croit qu'ils sont en train d'imprimer des tracts communistes. S'ils savaient ce que deviendrait plus tard Ernesto, ils n'étaient pas si loin de la vérité. Plus tard, pendant le grand road trip d'Ernesto et Alberto, nos deux compères se retrouvent coincés pour 2 semaines dans une ville colombienne, en attendant l'avion qui doit les amener à la capitale. Ils n'ont plus d'argent, mais ils vont être engagés par l'équipe de foot locale en tant qu'entraîneurs. Si on en croit une lettre que le Che a envoyée à sa mère, Alberto et lui prévoyaient juste d'entraîner, mais devant le faible niveau de jeu affiché par les joueurs, ils ont décidé de chausser eux-mêmes les crampons. Ils auraient même réussi à emmener leur équipe en finale du tournoi local. Le Che se vantant d'avoir marqué un but qui restera gravé dans les annales de la ville de Leticia. Écrivain, journaliste, historien, poète, depuis tout jeune, Ernesto est plongé dans la littérature. En effet, son asthme lui impose parfois de longues périodes de repos, pendant lesquelles il se plonge dans des livres. Il étudie la poésie de Pablo Neruda, les romans de Jules Verne, et même des traités de philosophie. Son frère raconte qu'il avait l'habitude d'emporter un livre aux toilettes et d'y passer un temps fou, et quand on venait lui demander de sortir, il récitait du Baudelaire ou du Dumas en français pour énerver son frère. Lors de son grand voyage à travers l'Amérique latine, il écrira un journal de bord narrant ses aventures. Ce journal n'avait pas été fait pour être publié, mais il est paru sous forme de livre en 1993 et il a été plusieurs fois best-seller du New York Times. Pendant la révolution cubaine, il crée un journal mensuel, El Cubano Libre,
dans lequel il écrira sous le pseudonyme de franc-tireur. Après la Révolution, il écrira un livre sur la guerre de guérilla, histoire de théoriser son expérience. Il écrira aussi bien plus tard un livre de philosophie, Apuntes Philosophicos, et un livre d'économie, Notas Economicas. Au cours de sa vie, il a aussi écrit des articles de journalisme politique, des études sur les populations précolombiennes d'Amérique du Sud, et même quelques poèmes. En voici un, dédié à El pétalo más profundo del amor, le pétale le plus profond de l'amour, sa première fille, Hildita. Su tallo más vigoroso tuvo corteza argentina, y la firmeza del tronco era de montana andina, pero el dio de su raza, suave, fina, piel morena, y México con su tierra, la dejó de gracia llena. Tu parles espagnol? Un poquito. Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro. Est-ce que tu aimerais te baffrer un chili con carne? Non, merci, je suis un peu ballonné là, je ne suis pas trop bien. Le révolutionnaire. S'il y a un métier qui caractérise le mieux le Che, c'est révolutionnaire professionnel. Après un second voyage à travers l'Amérique latine, Ernesto fait la connaissance au Mexique d'un certain Fidel Castro. Après une très longue discussion, Ernesto en arrive à la conclusion que Fidel est le chef révolutionnaire qu'il cherchait, et il décide de s'engager dans son de renversement du dictateur cubain Batista. Après quelques mois de préparation et d'entraînement, plus quelques ennuis avec la police locale, nos rebelles du M26, le nom du mouvement révolutionnaire fondé par Fidel, se lancent dans leur grande expédition. C'est donc 82 hommes qui s'entassent sur un vieux yacht et embarquent vers Cuba. Vous allez me dire, 82 personnes pour renverser un dictateur, ça fait un peu léger, non? Effectivement, et ça va pas s'arranger. Les mauvaises conditions de navigation retardent le voyage de 2 jours, et ils ne débarquent pas au bon endroit. Donc ils ne peuvent pas rejoindre leurs alliés. Leur bateau s'est enlisé, ils doivent donc abandonner l'armement lourd. Ils commencent à progresser difficilement dans une mangrove, et pendant cette traversée, 8 hommes se perdent. Puis, au bout de quelques jours, l'armée de Batista retrouve leurs traces, et les rebelles sont attaqués. Pour finir, ils se retrouveront à 30, à arriver dans les montagnes de la Sierra Maestra, leur première base d'opération. 30 contre les 40 000 soldats de l'armée régulière. Bien sûr, ils disposent d'alliés disséminés à travers le pays, mais pour l'instant, cette révolution s'annonce plutôt mal. Le Che dira « ce n'était pas un débarquement, c'était un naufrage ». Alors comment va-t-on passer de 30 gugus paumés dans la jungle, fin 1956, au triomphe de la révolution, début 59? Eh bien d'abord, les Barbudos, surnom donné aux guerrilleros, vont s'employer à gagner la confiance et le soutien des paysans. Pour ce faire, le Che va beaucoup aider, notamment en fondant un dispensaire dans la jungle et en soignant les paysans qui en ont besoin. Le Che va vite se montrer être un atout important pour les rebelles. C'est pourquoi il sera le premier guerriero nommé au grade de commandant par Fidel Castro, et ce, avant même son propre frère, Raúl. Le Che fait régner une discipline de fer parmi ses troupes. Il a par exemple renvoyé chez lui une sentinelle ivre à son poste, et il ne laisse rien passer sur ce qui concerne la traîtrise ou les crimes de guerre, comme les viols ou les pillages. Il a exécuté lui-même des hommes qui s'étaient rendus coupables de l'un ou de l'autre. Il déclare « Les cas de banditisme ayant pour auteur des guerrilleros doivent être sévèrement punis. Nous ne saurions être contaminés ou salis par le banditisme auquel nous ont accoutumés les soldats de Batista. » Il est dur avec ces hommes, mais il fait respecter une stricte égalité. Un jour, il engueule copieusement un rebelle qui avait espéré s'attirer ses faveurs en lui donnant un steak de plus qu'aux autres. D'un autre côté, il insiste pour respecter les soldats ennemis capturés. Il refuse catégoriquement la torture et les exécutions sommaires. Le Che soigne lui-même les blessés, aussi bien ses propres hommes que les prisonniers ennemis. Ce bon traitement encouragera les soldats de l'armée régulière à se rendre plus facilement, sachant qu'ils ne seront pas maltraités. Le Che se distingue aussi d'autres chefs de la guérilla par sa volonté d'intégrer de nombreux Afro-Cubains dans sa colonne, à une époque où le racisme ainsi que la ségrégation sont très répandus dans le pays, y compris au sein du M26. Sur le côté purement combattant, le Che ne ménage pas sa personne et obtient de très bons résultats en tant que commandant. C'est notamment lui qui mettra en place l'attaque qui détruira le train blindé de Batista, présenté par ce dernier comme son arme suprême dans sa guerre contre la guérilla. Fidel Castro dira du Che qu'il est un artiste de la guérilla. L'armée de Batista reste impuissante à détruire les rebelles, et ces derniers gagnent de plus en plus de partisans. Après la destruction de son train blindé, Batista fuit vers Saint-Domingue. Les militaires tentent alors de s'emparer du pouvoir, mais une grève générale de la population, accompagnée par l'avancée des troupes rebelles, met en échec cette tentative. Le 1er janvier 1959,
les forces de la révolution sont au pouvoir, c'est une réussite totale pour Fidel Castro et Che Guevara. Le Che va alors rester pour aider le nouveau régime. Mais après quelques années, et alors qu'il occupait un poste très élevé au sein du gouvernement cubain, le Che décide de retourner à ses activités révolutionnaires. Il quitte ses fonctions au sein du gouvernement et abandonne la nationalité cubaine. Il se rend d'abord au Congo pour soutenir une guérilla marxiste, mais les rebelles locaux sont divisés. Ils n'ont pas de commandement unique et les chefs se disputent. Après 7 mois, il abandonne ce projet et part quelques mois en Europe. Il passera notamment par des pays d'Europe de l'Ouest afin de tester l'efficacité de sa nouvelle fausse identité fournie par les services secrets cubains. Puis, Castro le convainc de rentrer à Cuba, ce qu'il accepte à condition que cela reste secret et qu'il puisse préparer sa prochaine expédition en Amérique latine. Pour ne pas prendre de risques, il restera déguisé même lorsqu'il ira visiter ses enfants. En 1967, le Che part en Bolivie afin de fonder un mouvement de guérilla avec pour objectif de renverser le dictateur Barrientos. Le Che est fidèle à ses méthodes cubaines. Il soigne les soldats ennemis après les combats et épargne et relâche les prisonniers. Pourtant, ici, la révolution a du mal à prendre. Il n'arrive pas à s'attirer le soutien des paysans locaux, et le Parti communiste bolivien, très proche de Moscou, refuse de le soutenir. En effet, l'Union soviétique n'apprécie guère le Che, qui a eu des propos très critiques envers elle. De plus, les Américains apprennent que le Che est présent dans le pays, et ils envoient la CIA pour aider et former l'armée bolivienne. Finalement, le Che sera capturé, puis exécuté. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui a donné l'ordre de cette exécution, si c'était les Boliviens ou la CIA. Procureur. Après la victoire de la révolution cubaine, le Che est nommé procureur de la prison de la Cabaña, où sont enfermées toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre. Les accusés sont essentiellement des officiels du régime de Batista. Évidemment, beaucoup de rumeurs circulent sur cette période de la vie du Che, surtout de la part de ses opposants. On l'accuse d'avoir fait exécuter énormément de personnes, dont des innocents, de s'être montré très cruel. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que tous les médias de l'époque ont pu constater que les procès étaient publics et que les accusés avaient droit à une défense équitable. Le Che aurait signé la condamnation à mort de 150 à 550 personnes, selon les sources. Selon le journaliste John Lee Anderson, on n'a trouvé aucune preuve que des innocents auraient été condamnés, ce qui ne veut toutefois pas dire que cela n'est pas arrivé. Ambassadeur, banquier et ministre. En juin 1959, il est nommé ambassadeur de la révolution cubaine et part en voyage à travers le monde. Il ira en Égypte, en Inde, visitera Hiroshima, le Pakistan, l'Indonésie, la Yougoslavie. Ses visites au Japon et en Inde lui seront particulièrement utiles pour mener la mission qui lui est confiée à son retour à Cuba, la réforme agraire. Néanmoins, il se retrouve vite à avoir du mal à travailler avec le président de la Banque nationale, qu'il trouve trop lent. Du coup, Fidel le vire et le remplace par le Che. Le Che va alors entamer des négociations économiques avec l'URSS, notamment sur les ventes de canne à sucre. En août 1960, il fait nationaliser les compagnies pétrolières américaines présentes sur l'île. Il déclare « 60 ans de colonialisme yankee à Cuba vont leur coûter quelques 100 millions de dollars. C'est précisément ce qu'ils ont offert à l'Espagne en 1845 pour nous acheter. Au taux de l'inflation, ils n'ont vraiment pas à se plaindre. » Vous savez pourquoi les agents secrets américains importent toujours des impairs? Parce que c'est des impérialistes. Il devient ministre de l'Industrie début 1961, en plus de ses autres casquettes. Il fonde notamment un centre d'expérimentation agro-botanique industrielle, avec pour but d'améliorer le rendement de l'agriculture cubaine, mais aussi pour faire des recherches sur des plantes médicinales. Ouvrier agricole. Le Che est un grand partisan du travail volontaire, et montre régulièrement l'exemple en le pratiquant lui-même. Ainsi, on peut le voir parfois couper la canne à sucre ou travailler à l'usine. Prof et élève. Mais le Che a également exercé le plus beau métier du monde. Pendant la Révolution, le Che organisa une véritable école. Il apprend aux guérilleros pourquoi ils se battent, mais surtout il leur apprend à lire et à écrire. En effet, il disait « Sans alphabétisation, on ne comprend pas pourquoi on tient un fusil ». Après la victoire de la Révolution, le Che va continuer à donner des cours à 4 guérilleros qui avaient commencé à apprendre avec lui dans la jungle. Ils le suivront dans tous ses déplacements dans l'île et à l'étranger, et il leur apprendra la lecture, la géographie, l'histoire, mais il sera également un élève. En effet, le Che devient le dirigeant de la Banque nationale de Cuba en 1959. Mais comme il se sent à la traîne en maths, il demande à son ami Salvador Villaseca de les lui enseigner 2 fois par semaine. Et pendant 4 ans, toutes les semaines, le Che suivra ses cours de maths. Ce besoin d'apprendre et d'enseigner le suivra également au Congo.
où il demande à un ado de 15 ans de lui apprendre le swahili, pendant que lui apprend l'espagnol en échange. Cet ado deviendra d'ailleurs neurochirurgien à La Havane des années plus tard. En plus de tout cela, le Che était également pilote d'avion, joueur d'échecs, il a notamment joué contre le champion américain Bobby Fischer, médecin, et bien sûr, égérie involontaire de la mode pour tous les rebelles du monde. Vous avez parti lié avec les rebelles, vous avez trahi. Qu'on l'emmène! Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser vos retours constructifs en commentaire et à partager la vidéo si vous avez apprécié. Gracias y adios.